vidéo au sommet aujourd'hui, parce qu'on va finir un cycle. Enfin, me direz-vous, on va finir cette idée de l'entretissage, qui était une idée qui nous a tenu en haleine pendant un certain temps, et qui est une idée assez riche en fait. Donc c'est pour ça qu'on a passé du temps aussi. On a essayé de tirer tous les fils, de voir les présupposés, de voir les implications, de voir les hypothèses, les hypothèses implicites, de voir ce que requiert, quelle métaphysique requiert cette idée d'entretissage, de coïncidence entre le monde et moi-même. Et on essaye aussi de voir les enjeux, les implications. C'est aussi ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ça, la question qui nous a retenus, c'est dans quelle mesure la philosophie stoïcienne est-elle une philosophie à dimension cosmique? Dans quelle mesure c'est une philosophie existentielle? Comment on peut explorer cette aventure entre l'aspect logique, l'aspect éthique, l'aspect physique? Dans quelle mesure ces trois dimensions sont entremêlées? Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va finir cette idée-là. La prochaine vidéo, on va parler du moment présent selon les stoïciens, c'est-à-dire le moment présent selon Sénèque. Donc ça va être les lettres à Lucilius et c'est quoi déjà? Et la brièveté de la vie. Et après, il y aura dans 2 vidéos la vidéo sur Hercule. Comme ça fera la transition sur le dessin animé Hercule. Ça fera la transition entre le stoïcisme et l'épicurisme. On va voir des aspects stoïciens dans Hercule, et on va voir des aspects épicuriens dans Hercule, du coup. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être de traverser 3 moments. 3 moments. Le premier moment, on va explorer cette idée de cette conception d'être une pierre dans l'édifice de l'univers. Donc on va explorer cette tension entre la poussière, est-ce qu'on est rien? Est-ce qu'on est juste un grain de sable? Est-ce qu'on est juste une poussière dans l'univers? Ou bien est-ce qu'on est tout? On fait partie du tout? Le monde est un écho de notre être? Donc cette tension entre le rien et l'infini, qui est une tension qui mérite qu'on s'y arrête. Ensuite, ce qui nous conduira à voir certes donc cette image de la pierre, mais il y a aussi cette image du tissage, du tissu, et on explorera cette idée avec la figure des moirailles en grec ou des parcs en latin, comme celle qui coupe le fil dans Hercule. Et cette idée-là, ça va être très important, ça va avoir de lourdes conséquences concernant cette idée que tout est déjà fait. Tout est tissé, je ne suis pas maître de mon destin. Mais si je ne suis pas maître de mon destin, et dans une certaine mesure si le destin est déjà fait, quelle place il reste pour mon action? C'est ce qu'on va voir dans une 3e partie. Quelle place il reste dans mon action? Est-ce que le stoïcisme, c'est une philosophie de l'inaction? Donc, si tout est fait, j'ai rien à faire. Ou bien, finalement, est-ce que c'est pas une philosophie de la responsabilisation, de la responsabilité? Tu es responsable de l'action que tu vas faire dans le monde. Certes, tu es une pierre de l'édifice de l'univers, mais l'univers a besoin de se réaliser par ton action. Donc c'est une tension entre 2 échelles finalement. L'échelle, à mon échelle, j'agis et c'est une action dont j'ai l'initiative, mais à l'échelle de l'univers, c'est une action qui est coordonnée à toutes les actions qui m'entourent. Et donc ça permettra de répondre finalement peut-être à cette question: dois-je attendre une réponse de l'univers? Dois-je attendre une réponse de l'univers? C'est dire que ça nous emmène dans une dimension tout à fait cosmique, tout à fait sublime, incroyable. Et vous sentez venir majestueuse. Et il y a la question de l'éternité qui commence à poindre, évidemment. Dès lors qu'on arrive dans quelque chose de majestueux, de grandiose, d'univers, alors peut-être la question de l'univers, de l'éternité, autant pour moi, bon lapsus, commence à pointer le bout de son nez. Et ça, c'est ce qui nous plaît. Ok, donc lecture. Nous disons que les événements s'ajustent à nous, comme les maçons le disent des pierres carrées, dans les murs ou les pyramides, quand elles s'adaptent bien entre elles dans une combinaison déterminée. Donc, nous disons que les événements s'ajustent à nous, comme les maçons le disent des pierres carrées. Alors attention, on ne parle pas des briques comme ça, par exemple, c'est-à-dire c'est une brique
les briques ne s'ajustent pas les unes entre elles. Elles sont toutes monolithiques, monochromes. Elles sont toutes, je perds le terme, mais elles ont toutes la même dimension. Donc il n'y a pas du tout de richesse dans la variété. Et surtout, c'est pas les briques qui se combinent entre elles, c'est la glu. On va avoir besoin d'un tiers élément pour les imbriquer, pour les maintenir ensemble. Alors que moi, je parle plutôt de ce genre de pierre qu'on trouve à l'île de Pâques, ou ce genre de pierre qu'on trouve au Machu Picchu chez les Incas, et qu'on trouve aussi dans d'autres civilisations, c'est-à-dire des pierres qui véritablement s'imbriquent les unes avec les autres sans besoin de médiation en fait. Donc chaque pierre ont été polies pour épouser les formes des pierres qui les entourent. Bon, c'est un sujet qui m'intéresse, ces pierres-là, voir ce petit documentaire sur les bâtisseurs des anciens mondes, sujet passionnant. Mais revenons à notre sujet. Citation, nous disons que les événements s'ajustent à nous quand elles s'adaptent bien entre elles dans une combinaison déterminée. J'aime particulièrement cette citation parce qu'elle nous conduit vers la quête de la pierre philosophale. Rien que ça. Pourquoi pierre philosophale ? Eh bien, parce que la pierre philosophale, c'est prendre conscience que nous pouvons participer à notre mesure d'une œuvre qui nous dépasse. L'univers est un édifice qui se construit, nous sommes une pierre de cet édifice, tu es une pierre de cet édifice, je suis une pierre de cet édifice, tu es une pierre de cet édifice, oui, et ce n'est pas rien. Mais attends. Donc, dans une autre vidéo, t'as dit que j'étais rien, j'étais un grain de poussière, un grain de sable dans l'univers, et là, t'es en train de me dire que je suis une pierre, je suis important dans l'univers. Je recèle l'infini de l'univers. Oui, les stoïciens aiment bien un peu les choses paradoxales, aiment bien nous retourner le cerveau. Mais attends, je suis tout ou je suis rien ? Eh bien, les deux à la fois, mon capitaine. Les deux. Comme le dit Pascal, s'il se vante, je l'abaisse, s'il s'abaisse, je le vante. Et oui, les deux. Puisque l'horizon, c'est l'ataraxie. Le fait d'en avoir aucun trouble. L'horizon, c'est la sérénité, la quiétude. Donc, si à un moment, quelqu'un est trop prétentieux, alors on peut lui dire que tu n'es qu'un grain de sable, qu'un grain de poussière dans l'univers, auquel cas ça rabaisse l'ego. Ou quelqu'un qui a l'impression que la situation, il est au bout de sa vie, c'est une situation, il a trop de problèmes et tout. Non, calme-toi. C'est juste des problèmes déjà qui se sont déjà passés. Et en plus, ce sont juste des problèmes. C'est quoi ces problèmes par rapport à, je sais pas, des problèmes de territoire qui ont l'air importants à notre échelle. Mais il y a quand même cette idée d'infini dans l'univers qui fait que finalement nous sommes minuscules. Et à l'inverse, dans l'autre sens, si à un moment donné on est triste, on a l'impression que c'est le bout de notre vie, on a raté, on est nul, la vie n'a pas de sens, à ce moment-là on peut se rappeler qu'on recèle l'infini en nous pour essayer de se rabaisser. Le tout, c'est d'être au centre. Et donc, ni trop haut, ni trop bas, ni à gauche, ni à droite. L'important, c'est d'être au centre. Peut-être bien. Ah bon, tu trouves ? Peut-être mal. Mais alors, qu'est-ce que tu penses vraiment ? Je suis là, j'observe. Je suis un observateur. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui part d'un point A à un point B. Je voyage dans ce monde. Je traverse ce monde. Ouais. J'ai pas de jugement. Quand t'es sur une autoroute, tu regardes comme ça, tu traces ta route. Tu vas à Marseille. J'ai mon Marseille dans ma tête. Ouais, qui n'est pas Marseille, bien sûr. Un Marseille métaphorique. Et beaucoup de gens vont me dire, mais c'est dur cet état. Non, c'est pas dur. C'est un état de centrage. T'es au centre. Donc, puisque t'es au centre, tu n'es ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, ni pour, ni contre. Tu es centré. Et tu es curieux. Ah, c'est bizarre, hein ? Le siècle des Lumières, on nous a appris à avoir des avis, surtout à gagner dans les débats. Les débats, on nous a abreuvés de débats. Rappelez-vous ceci, question méthodologique que nous rappelle Pierre Hadot, avec d'autres d'ailleurs, c'est que lorsqu'il y a un paradoxe, lorsqu'apparemment il y a contradiction, il y a deux possibilités. Ou bien, il y a vraiment contradiction, ça peut arriver, hein.
quelqu'un peut se tromper. Ou bien, c'est nous qui ne comprenons pas le sens. Et donc, il faut essayer de donner du sens. Et comment donner du sens à deux choses qui apparemment se contredisent? Eh ben, en cherchant l'intention, en cherchant la finalité. Là, la finalité, c'est l'ataraxie. Donc, il y a des fois, on va être trop haut, alors on redescend. Des fois, on va être trop bas, alors on remonte. Vous voyez? Infini ou poussière? Est-ce le combat? Choisis ton camp. Non. En fait, il n'y a pas à choisir son camp. La réponse, ça dépend. Ça dépend. La réponse philosophique par excellence qui nous vient du fin fond des âges, ça dépend. Ça dépend de la situation. À toi d'exercer ta raison pour voir quel exercice spirituel peut te servir pour cette situation-là précise. Vous voyez cette courbe? Eh bien, si on imagine que la ligne du milieu, ce serait le point à atteindre, si la ligne du milieu, c'est le point à atteindre, c'est-à-dire l'ataraxie, la sérénité, la quiétude, la tranquillité, ben on voit que des fois, on va être trop excité en haut, alors il faut redescendre. Des fois, on va être trop triste, trop peiné en bas, alors il faut remonter. Et petit à petit, finalement, le but, c'est de réduire l'écart. Il n'y a pas des fois, on va être trop excité, on redescend, des fois, on va être trop triste. Non. On réduit l'écart, ok, on reste humain. Donc on vibre quand même, on a quand même de l'émotion. Mais ok, ça monte un peu, on redescend. Ça descend un peu, ok, on remonte. Pour peu à peu que la courbe s'apaise. C'est ça le but. Alors, en plus de l'image de la pierre qu'on a vue, je suis une pierre de l'édifice, et donc cette tension entre le tout, le rien, mais ça dépend. Il y a aussi l'image du tissage. Vous avez remarqué que j'aime bien cette expression, l'entretissage. Tu peux mettre un pouce bleu, si toi aussi cette citation te plaît, ce que je ne doute pas. We call this the loom of fate. Et oui, vous voyez dans Wanted aussi, c'est vraiment personnifié cette idée du tissage. Il y a vraiment une machine à tisser qui prendrait les ordres de l'univers et les gens décryptent la machine à tisser pour leurs actions, leur mission à accomplir. Mais, quelle est cette idée? Les événements et moi-même sommes entretissés, sommes entrelacés, sommes entremêlés, autant de synonymes très beaux, je trouve. Pour voir ça plus en détail, voyons l'image des moirailles, comme dans Hercule. Figure des moirailles, déjà présente chez Homère, elle file la destinée de l'homme. Fille d'Ananké, la nécessité. Les moirailles, ou les parques, en grec ou en latin, elles ont la charge de la destinée humaine. Rien que ça. Tu fais quoi dans la vie? J'ai en charge la destinée humaine. Et toi? Bah écoute, moi je fais des vidéos YouTube. C'est pas mal. C'est pas mal. Elles sont 3. Il y a lachesis, atropos ou cloto. Et vous l'avez aussi en version latine, lachesis decima, atropos, lachesis decima, cloto nona et atropos morta. On a lachesis qui distribue les sorts, cloto, la fileuse, le partage se fait selon le destin, tout va à son terme quoi qu'il arrive, conformément à ce qu'elle a filé, et atropos qui signifie l'inflexible, qui représente le fait que la division des parts ne peut pas être changée. Elle est immuable. C'est elle qui coupe le fil de la mort. Et, si vous avez bien remarqué, elles sont 3. Et que peut nous évoquer le 3? 1, 2, 3 soleil, je compte jusqu'à 3, avance vers moi. Non, pas ça, mais le passé,
le présent et le futur. Reste à savoir qui est le présent, qui est le passé, qui est le futur. Essayons de réfléchir, c'est une hypothèse. L'akhésis, ça peut être le passé, au sens où c'est elle qui distribue le sort. D'ailleurs, dans la République de Platon, à la fin, dans le mythe d'Her le Pamphilien, donc, elle tient les sorts sur ses genoux. Donc c'est ce qui se passe avant la vie. C'est elle qui distribue les sorts. Toi, dans ta vie, tu vas avoir ça. Ensuite, il y a peut-être le cloto. Cloto, le présent, c'est la fileuse, celle qui entretisse au fur et à mesure les événements à nous-mêmes. Donc celle qui tisse notre destinée au sens propre. Et il se trouve peut-être que atropos, celle qui coupe le destin, en latin d'ailleurs c'est morta, c'est elle peut-être le futur. La mort est irrévocable, est nécessaire pour tout le monde. Après lecture, comme quoi il faut mieux relire ses cours avant de les faire, ou relire ses références. C'est ça le fait d'improviser aussi des fois. On trouve ceci, en 617c dans la République de Platon. Elles étaient les filles de nécessité, les moires, vêtues de blanc, la tête couronnée de bandelettes, l'akhésis, Cloto et Atropos. Elles chantaient des hymnes, l'akhésis célébrant le passé, Cloto le présent, Atropos l'avenir. Voilà qui règle la question. L'akhésis, en effet, c'est le passé, Cloto le présent, Atropos l'avenir. Et aussi, un peu plus loin, on trouve aussi cette citation, juste après en fait. Les âmes prenant sur les genoux de l'akhésis des sorts et des modèles de vie. Donc en effet, l'akhésis, c'est ce qui se joue avant la naissance. Donc, le passé. Ou bien le futur. On a vu que c'est un cycle. Donc de toute façon, le passé et le futur, ça revient au même. D'ailleurs, pour appuyer cette idée que Cloto, peut-être, c'est le présent, on a cette idée, on a cette citation chez Marc Aurèle. Abandonne-toi volontiers à Cloto, laisse-la t'entretisser avec quelque événement qu'elle voudra. Donc Cloto, autrement dit le destin. Abandonne-toi à Cloto, peut-être une autre manière de dire abandonne-toi au moment présent. Au sens où c'est elle qui nous accompagne pas à pas. Là, j'ai peut-être pas envie de m'abandonner. Ah là, il y a moyen. Petit abandon. C'est pour ça que tout ce qui t'arrive devait t'arriver. On y revient à cette idée très importante. Chaque moment présent est l'événement que j'y rencontre, et ma rencontre avec cet événement implique donc et contiennent virtuellement tout le mouvement de l'univers. Ah, c'est beau. Je vous avais dit, citation vidéo très lourde. Mais revenons sur cette citation assez technique. Chaque moment présent est l'événement que j'y rencontre, et ma rencontre avec cet événement implique donc et contiennent virtuellement tous les mouvements de l'univers. Donc ça veut dire, d'une part, on a chaque événement que je rencontre, et de l'autre côté, on a ma rencontre même, était prévue. Ça veut dire, il y a les événements que j'ai à ma perspective, les événements que je rencontre, ma perspective, versus la perspective de Cloto, la perspective de l'univers, ma rencontre était prévue. Il y a les événements que je rencontre, et il y a ma rencontre. Vous voyez, c'est passer du verbe au nom. Le verbe, substantif, voilà, passer du verbe au substantif. Je rencontre, donc c'est ma perspective, la rencontre. Tout de suite, c'est substantif, c'est un événement qui a été décidé par Cloto. Comme si je rencontre, je suis dans l'événement. La rencontre, je peux voir, Cloto voit l'événement. Donc vous voyez, chaque moment présent est l'événement que j'y rencontre, et ma rencontre implique et contiennent tout le mouvement de l'univers. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée, de voir la réalité comme un mélange total, comme interpénétration de toute chose en toute chose. Interpénétration, mélange, entretissage, imbrication, ou imbricage pour les intimes, entremêlement, coïncidence, simultanéité, intrication, bref, autant de mots, tous plus beaux les uns que les autres, je trouve, autant de mots, autant de constellations, de concepts, de constellations, de sens, comme dirait Monique Dixot, pour décrire cette idée
se fait cette expérience. Que l'univers me répond, je réponds à l'univers. Toute chose est en moi, je suis dans toute chose. Donc voilà, autant de mots, vous pouvez piocher dedans. C'est ça aussi la philosophie ou la poésie. De jouer avec les mots pour décrire les expériences que l'on vit. Peut-être même trouver le bon mot pour décrire l'expérience qu'on l'on vit. De la même manière qu'en musique, on cherche l'accord parfait. De même qu'en peinture, on cherche la couleur parfaite. Peut-être qu'en philosophie ou en poésie, on cherche le mot parfait, l'expression parfaite. Et là, il y a de quoi faire. Et donc, avant de passer à cette idée que l'univers me répond, je réponds à l'univers, toute chose est en moi, je suis dans toute chose, on peut s'interroger, c'est une question que je m'étais pas posée avant de faire les vidéos, pourquoi dans Hercule, elle a un œil? Pourquoi dans Hercule, les 3 moirailles n'ont qu'un œil? Dans l'Hercule de Disney en tout cas. On peut s'interroger. Peut-être, déjà vous pouvez mettre pause pour réfléchir à la question par vous-même. Comme ça après on pourra échanger. Mais en ce qui me concerne, je me suis dit, peut-être parce que le destin est inflexible. Il est irrévocable. Et donc, un seul œil parce que le destin ne louche pas. Il n'y a qu'une perspective sur le destin. Comme qui dirait, ouvrir l'œil est le bon, là en l'occurrence, il n'y en a qu'un. Donc on est sûr de ne pas se tromper. Et puis, peut-être que si chacune avait un regard sur le monde, alors peut-être elle serait en désaccord. Parce qu'il y en a une qui pourrait voir ça, une autre pourrait voir ça, une autre pourrait voir ça, et donc, mais on n'a pas vu la même chose. Non. Là, il y a un seul œil, on voit la même chose. On ne louche pas, on voit la même chose. D'ailleurs, c'est ça. Pourquoi c'est un cycle? D'ailleurs, présent, passé, futur, etc., c'est la même chose. Et si on peut pousser l'interprétation un peu plus loin, on peut se demander à qui appartient cet œil. Si on remarque parmi les 3 moirailles dans Disney, il y en a qu'une qui a un œil. Il y en a qu'une qui a un œil tel un cyclope. Il y en a qu'une qui a un emplacement d'œil. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Les 2 autres, elles ont 2 emplacements d'œil. 2 emplacements d'yeux. Et donc, on peut supposer que l'œil appartient à celle qui ressemble à un cyclope finalement. Mais, autre question, ça fait beaucoup de questions. Autre question, c'est qui finalement celle qui a l'œil? Si dans la photo là en l'occurrence c'est celle qui tient le ciseau, mais après faudrait voir le film. J'avoue, je l'ai pas regardé encore. Je me le réserve pour la suite. Peut-être j'en parlerai d'ailleurs dans les autres vidéos quand j'aurai vu le film aussi. Mais sinon vous pouvez me le dire dans les commentaires. Voilà, qui est-ce? Est-ce que c'est Cloto qui tient le ciseau, la paire de ciseaux? Donc en l'occurrence ce serait celle qui est liée à la mort. Voilà, c'est une question. Ok. Encore une petite pause parce que j'ai eu le temps de regarder le film. Et petit extrait qui va pouvoir répondre à notre interrogation. Está bien fuerte el hilo de la vida de ese mortal. Oui, je n'ai pu le trouver pour l'instant qu'en espagnol. Ça change un peu, ça perturbe un peu, il est vrai. Mais en tous les cas, on voit bien que c'est celle qui a un œil, qui a le ciseau, donc ce doit être Morta ou Atropos. Señoras, lamento mucho llegar. ¡Tarde! Sabíamos que lo harías. Nosotras lo sabemos todo. Pasado Presente. y futuro. Ah oui, là, magnifique. Tout est dit. Donc, le présent, le passé et le futur, c'est bien Atropos, c'est QFD. Allez, on est parti, on est content, on passe à la suite. Chrysippe parlait de la goutte de vin qui se mélange à la mer entière et s'étend au monde entier. Encore une fois, citation magnifique. Citation magnifique, où on voit vraiment que le but c'est de coïncider avec le moment présent, c'est-à-dire avec le tout. Une goutte de vin qui se mélange à la mer entière. Comme si une goutte d'eau, non pas fait déborder le vase, mais une goutte d'eau se dissout et fait un avec toutes les autres gouttes d'eau. Vraiment, idée très belle. Très très belle. Donc le but c'est de coïncider avec le tout, avec le moment présent. Le but c'est d'accepter d'embrasser chaque événement, chaque moment. Mais la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on doit embrasser?
Peut-être qu'on embrasse, peut-être qu'on coïncide, mais est-ce qu'on doit coïncider? Vous voyez, c'est une autre question. Et on peut répondre peut-être de deux manières. Déjà, premièrement, je dois coïncider parce que déjà c'est le seul qui existe. Hein, on l'a vu, à moins de s'échapper, de fuir le présent dans le passé et dans le futur, le présent c'est le seul moment qui existe. Donc déjà, je peux pas y échapper. Deuxièmement, il y a cette idée chez les stoïciens que ce moment a été voulu pour moi. Il y a vraiment un engagement ontologique très fort. Engagement ontologique très fort. Ce moment a été voulu pour moi. Par moi, le tout se réalise. Lorsque le tout se réalise, je me réalise aussi. Vous voyez? Nous ne sommes pas séparés, en fait. Nous formons un tout. Nous formons un ensemble, un couple. Mais un couple indissociable. En l'occurrence, là, la phrase d'Oscar Wilde, ça marche. Dans un couple, on ne fait qu'un, mais lequel? Bah là, dans un couple, on fait un. Sans se poser la question, mais lequel? Bon, ça, je l'ai dit dans une vidéo Instagram. Je vais pas y revenir là-dessus. Faut pas trop mentaliser parfois. Il y en a qui mentalisent beaucoup. Dans notre civilisation, on a tendance à beaucoup mentaliser, à se prendre la tête, à psychoter, oui, mais peut-être que, à vouloir raffiner. L'expérience, elle est une, elle est entière. Je vis l'expérience. Spontanément. Bah, qu'est-ce qui me vient spontanément? Oui, mais non. Pose pas la question. On fait un, mais lequel? Non. On fait un, c'est tout. Pourquoi tu veux catégoriser? Pourquoi tu veux mettre des étiquettes là où il n'y en a pas? C'est ça qu'on a vu tous les synonymes là. Simultané, entretissage, entremêlement, bref. C'est fou. L'expérience, elle est multiple. Et elle est une à la fois. Pourquoi tu veux te prendre la tête? Bref, je commence à m'énerver. Vous voyez? Nous sommes indissociables. Le tout, l'univers, Dieu, le monde, la providence, on l'a vu dans les autres vidéos, tout ça c'est autant de mots qui représentent la même chose. Le tout, le monde, l'univers, et moi. Nous sommes indissociables. On peut se poser deux questions pour passer à notre dernière partie. Oui, dernière partie, je sais, ça passe vite. Ça passe très très vite. Je n'en doute pas. Mais dernière partie très très lourde. Alors accrochez-vous bien, mettez votre ceinture, et on est parti. Prochaine partie, sur le stoïcisme, est-ce une philosophie de l'inaction? Deux questions pour aborder cette idée. Dois-je aimer ce qui arrive? C'est énorme. Dois-je aimer ce qui arrive? Deuxième question, seconde question. Tout ce qui arrive, est-ce le destin? Grosse question quand même. Autrement dit, parce que qu'est-ce que ça veut dire ces questions? Quelle place j'ai pour agir si tout est destiné? Si tout est déjà fait? Comment je peux faire la part entre mon initiative et ce qui est inflexible? Comment faire la part entre moi, qu'est-ce que je peux faire en fait? Quelle marge d'action j'ai? Voilà une bonne question. Que vous vous posez? Je n'en doute pas. Et d'ailleurs, qui m'a été posée lors du live. C'est pour ça que je l'aborde. Donc c'est une bonne question que l'on peut se poser. Posons-nous la question. Alors, on s'est posé beaucoup de questions aujourd'hui. Je vous avais dit, on finit l'entretissage, mais on finit bien. On finit le feu d'artifice. Et on peut voir avec Nietzsche que, en fait, ces deux concepts, ce sont des concepts différents. D'un côté, certes, on a l'idée d'éternel retour, et de l'autre, on a l'idée d'amor fati, amour fatum, aime ton destin. Ce sont deux choses. Je consens, mais est-ce que je dois aimer? Voilà la question qui va nous attaquer maintenant. Donc, première question, dois-je aimer ce qui arrive? Je consens, mais est-ce que je dois aimer? Alors en fait, c'est une fausse question. Il y a des fausses questions parfois. Il faut savoir les dénicher. Il faut savoir les révéler. Pourquoi c'est une fausse question? Eh bien, parce que je ne peux qu'aimer ce qui m'advient. Ah! Wouh! C'est radical, ça. Je ne peux qu'aimer ce qui m'advient. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs manières de prouver d'établir cette proposition. Je vérifie que ça enregistre. On peut partir de cette idée. Je ne peux que m'aimer. Et si je m'aime, j'aime le tout. Si j'aime le tout, j'aime ce qui arrive.
donc je ne peux qu'aimer ce qui arrive. On reprend tranquillement. Je ne peux que m'aimer. Si je m'aime, j'aime le tout, puisqu'on fait un. Si j'aime le tout, j'aime ce qui arrive. Donc, j'aime ce qui m'arrive. Voilà, ça paraît logique. Bien qu'il y ait plusieurs propositions à établir. Déjà, cette idée de oui, mais est-ce que je dois m'aimer? Et est-ce qu'on fait un avec le monde? Bon, pour les stoïciens, ça fait aucun doute qu'on fasse un avec le monde. C'est un peu ce qu'on a vu et ce qu'on va continuer à voir. Mais, est-ce que je ne peux que m'aimer? Ça, c'est une autre question. Bon, en réalité, là encore, c'est presque une fausse question d'un point de vue stoïcien. D'un point de vue stoïcien. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, les stoïciens sont très rationnels. Ils sont très rationnels. Et donc en fait, quand on n'a pas le choix, pour eux, c'est la nécessité. Donc, on n'a pas le choix de s'aimer. Pourquoi on n'a pas le choix de s'aimer? Quelle est la personne que tu vas fréquenter toute ta vie, sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand tu dors, tu es avec cette personne. Tu ne peux pas lui tourner le dos. C'est toi. Tu es obligé de te fréquenter. De ta naissance à ta mort. Que tu le veuilles ou non, d'ailleurs. À moins de faire des expériences de sortie de corps. Mais là, c'est une autre question. C'est pas stoïcien. Encore que. Mais donc, tu ne peux que te fréquenter. Dire quand bien même là, si on est en confinement, on dit, il y a des gens, je suis obligé de les supporter. Tu peux changer de pièce, tu peux déjà lui tourner le dos, tu peux mettre de la musique pour ne plus l'écouter. Alors que, toi-même, tu ne peux pas mettre de la musique pour ne pas t'écouter. Donc bien qu'il y a des moyens pour se divertir, au sens de se détourner de soi. C'est une autre question, mais on est obligé de se fréquenter. Donc, d'un point de vue stoïcien, on ne peut pas échapper à soi-même. Donc, autant t'aimer. Déjà, autant t'aimer. Si tu t'aimes pas, t'es mal barré dans la vie. Et, il se trouve que, cette idée de je suis obligé de m'aimer, ça pique un peu nos oreilles d'occidentaux, hein. Ah, ça pique un peu. Mais est-ce que c'est pas narcissique? Ah, je m'aime. C'est narcissique. C'est égoïste. Ah, je m'aime. Ou bien, non, j'ai pas envie de m'aimer. Moi, je suis altruiste. Je pense aux autres. Ou bien, le fait de se morfondre, ça vient du péché originel. Ah ouais, mais on s'aime pas. On arrive sur Terre, on a déjà un péché. On s'aime pas, forcément. Comment on peut s'aimer si déjà on a fait une faute alors qu'on n'est même pas né, carrément? Donc, ça paraît difficile pour nous, occidentaux, bien éduqués. Mais vous inquiétez pas, j'ai réservé une petite surprise à la fin de la vidéo. Petit exercice pour apprendre à s'aimer. Ça paraît beau dit comme ça. Ah, le mec est un peu vendeur. Mais en fait, non, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est, voilà. C'est un coach en développement personnel, dont je vous ai déjà parlé. Et voilà. Donc, petit exercice à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à là, ou allez-y directement. Mais donc, pour les stoïciens, voilà. On ne peut que s'aimer. Parce que, on est avec soi-même. Autre idée, pour développer toujours cette perspective, c'est facile d'aimer les bonnes choses. Hein, si on dit je dois aimer le tout, est-ce que je dois aimer le tout? Bah, ça paraît facile d'aimer les bonnes choses. Ah, j'ai passé une bonne journée, j'ai vécu des bons moments, j'ai rencontré des belles personnes, ça m'a fait plaisir. Là, on est content, on a envie d'aimer le destin. Ah, je suis heureux. Je suis heureux, j'aime la vie parce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qui se passe quand il arrive des mauvaises choses? Ah, là, j'aime plus la vie? Je me morfonds, ça y est, il y a des mauvaises choses qui arrivent. Donc on peut se dire, si j'aime la vie quand elle m'apporte des bonnes choses, bah en fait, j'aime la vie même quand elle m'apporte des mauvaises choses. D'ailleurs, on a vu chez les stoïciens, il n'y a pas de bon ou de mauvais en soi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais en soi. Donc, dans tous les cas, il y a des choses qui arrivent. Donc, des fois, j'aime ces choses, donc j'aime le destin. Et si j'aime le destin, bah j'aime même quand elle m'apporte des choses qui me paraissent mauvaises. Vous voyez la logique? Dites-moi dans les commentaires si vous voyez la logique. Ou posez-moi des questions. Mais c'est cette idée-là. C'est cette idée-là que la perfection est dans l'intention morale. Rappelez-vous cette idée que la beauté, le bien et le mal en soi n'existent pas chez les stoïciens. C'est l'intention morale qui fait la perfection. Ou autrement dit, vous connaissez cette expression, la beauté est dans l'œil de celui qui la regarde. Ou alors, cette idée-là, incroyable, la perception de la beauté est une épreuve morale.
perception de la beauté est une épreuve morale. C'est incroyable. Cette citation de Thoreau, elle est magnifique. Et elle veut dire exactement ça, épreuve morale. C'est-à-dire, lorsque je perçois de la beauté, c'est-à-dire, lorsque je porte un jugement, ah, c'est beau, ou c'est pas beau, bam, c'est ma culture qui va parler, c'est mon éducation qui va parler à travers moi. Donc il y a tout un bagage moral qui est impliqué dans ce jugement. Magnifique citation de Henry David Thoreau pour finir cette première partie en fait. Parce que là je me rends compte que la vidéo elle dure très longtemps. Là j'en suis dans le montage, j'en suis à l'endroit où j'ai coupé. Mais il y a encore la moitié qu'on va voir. Donc la vidéo elle durait 1 heure. Je me suis dit je vais déjà vous la release. Je vais déjà la publier, comme ça vous pouvez la regarder. Et l'autre vidéo, la deuxième partie de l'épopée, parce que là c'est vraiment une épopée, c'est un truc de malade qu'on est en train de voir là. Eh ben, elle arrive très bientôt, c'est-à-dire peut-être là en fin d'après-midi je finis de monter l'autre vidéo, ou bien demain. Mais en tout cas la prochaine vidéo elle est très bientôt. Donc tenez-vous prêts, et on est chaud bouillant pour cette véritable épopée. Odyssée, que dis-je, ce périple incroyable. Maintenant, on va parler un petit peu de... Tes émotions, on va finir avec les émotions, hein, et après on va continuer. Qui sont contagieuses. Ouais. Alors les émotions positives nous rendent plus flexibles, créatifs, ouverts à l'information, efficaces, friands aux changements, sociaux, attentifs, actifs, résistants aux maladies. Et là on est dans le très haut, on est dans Stanford, Harvard, UCLA. Et il y a un moyen pour activer chaque jour 10 émotions positives et donc bénéficier de toute la liste précitée, Philippe. On les donne, tu penses ou... Ah, on y va. Ok. Cadeau. Alors, et qu'elles peuvent être activées par une simple liste de questions à se poser tous les matins ou tous les soirs pour se programmer pendant la nuit à activer ça durant la journée. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui me met en joie aujourd'hui ? Ça peut être quoi ? Gagner de l'argent pour nourrir ma famille, ou je vais aller faire la chose que j'aime, ou je vais lire un nouveau livre, etc. La gratitude. Quand est-ce que je me suis senti reconnaissant pour la dernière fois ? Et envers qui ou quoi j'ai été reconnaissant ? Et donc chaque jour, ça nous tend à... Et là, on va créer cette émotion à l'intérieur de soi artificiellement.